Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal d'une lectrice. Il manque de lumière dehors, donc j'ai sorti la ring light. On a l'impression qu'il est 17-18 heures alors que pas du tout, il est 14 heures. Mais voilà, c'est l'automne, on est dans le nord de la France, donc on fait avec les moyens du bord. Je vous ai quitté la dernière fois en vous disant que j'allais terminer L'ombre de la menace de Rachel Caine, que j'ai lu dans le cadre du Read Together de novembre du coup. Il me restait une vingtaine de pages et donc mon avis n'a pas du tout changé. Donc si vous avez envie de retrouver mon avis sur ce thriller, eh bien n'hésitez pas à aller regarder du coup le journal d'une lectrice précédent. Alors je pense que je venais également de commencer à écouter Des meurtres pour lâcher prise de Kirsten Duss, qui est le tome 2 des meurtres zen, qui est édité au Cherche Midi. J'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est une saga qui est difficile à classer puisque c'est pas vraiment du cozy murder, c'est pas vraiment du polar, c'est pas vraiment du policier, enfin voilà, c'est un doux mélange de tout ça et en même temps il faut ajouter un soupçon de développement personnel. En fait dans cette saga on va suivre un avocat qui est spécialisé dans, comment dire, dans les affaires mafieuses, donc c'est en fait l'avocat attitré d'un mafieux qui est à la tête vraiment d'une grosse affaire et il a un peu du mal cet avocat à gérer ses émotions et il va se mettre à commettre des meurtres en pleine conscience. Voilà. Son mariage est au bord du gouffre et sa femme lui a dit qu'il fallait qu'il aille voir un psy pour essayer de rétablir tout ça. Et avec ce psychologue, en fait, il va vraiment aborder la notion de pleine conscience, la notion de soi. Et bien en fait, il va lui l'utiliser, mais d'une manière, on va dire, criminelle. Il n'y a pas vraiment d'enquête à côté. En fait, on va vraiment être centré sur cet avocat-là et les conséquences de ses actes sur sa vie personnelle, professionnelle. Vous doutez bien que si il vient à agresser, par exemple, une personne de ce gang de mafieux qu'il est censé protéger, eh bien ça va avoir des conséquences et il va avoir peur de certaines répercussions, etc. Et donc du coup, dans le premier tome, on est vraiment sur ce début en fait de glissement, de dérapement presque, où vraiment il va passer du côté obscur. Et donc du coup, on va voir toutes les émotions qui en découlent et en même temps, ça peut être aussi des émotions très positives de satisfaction, d'apaisement, etc. Et donc j'avais beaucoup aimé le premier tome parce que j'avais trouvé ça complètement décalé, assez loufoque, voilà, très dynamique. Et donc j'avais hâte de commencer le deuxième tome en sachant que j'avais reçu le troisième tome du Cherche Midi la semaine où j'ai commencé à écouter ce tome 2. Et bien malheureusement, ça l'a pas fait avec moi pour ce tome 2 parce qu'on est beaucoup trop sur le développement personnel. Il n'y a pas vraiment de rebondissement au niveau de sa vie professionnelle et au niveau des actes qu'il va commettre dans cette sphère-là. On est beaucoup plus sur la découverte de soi, la découverte de son enfant intérieur. Il est beaucoup question de l'enfant intérieur dans ce tome. Et donc, en gros, c'est quels sont les traumatismes vécus dans l'enfance, pardon, plus ou moins grands ces traumatismes, quelles vont être les répercussions à l'âge adulte et à quel point ça va pouvoir guider nos actions, nos choix de vie, etc. à l'âge adulte. Et en fait, ouais, on est beaucoup plus sur le développement personnel que sur le côté polar, enfin policier. Et en fait, si j'ai envie de lire un livre de développement personnel, j'en achète un. Bon, après, voilà, ça reste quelque chose d'un peu policier. Les meurtres zen, on se doute bien qu'il va y avoir des petites choses, mais voilà, j'en attendais beaucoup plus de ce tome 2. Je pensais que ça allait vraiment être dans la lignée du tome 1. Et là, c'est vraiment plusieurs crans en dessous. En tout cas, sur le côté policier, thriller. Mais par contre, effectivement, on est à fond sur le développement personnel. Donc, si vous avez envie d'une lecture où on aborde vraiment tout ce côté-là, en fait, hein, donc impact du vécu de l'enfant à l'âge adulte, ce qui finalement vient conduire nos décisions, enfin voilà, vous l'aurez compris,
vous pouvez prendre plaisir à lire ce livre. Par contre, si vous voulez un thriller pur et dur, si vous voulez un cozy murder avec tous les codes qu'on connaît du cozy murder, je pense que cette saga n'est clairement pas faite pour vous. J'avais laissé, je pense, 1 an entre les deux lectures, ou peut-être un peu moins. Enfin, en tout cas, j'avais lu le premier tome vraiment au moment de sa parution. Et là, vous voyez, j'ai lu le tome 2, pardon, au moment de la parution du tome 3. Je me souvenais très bien de l'intrigue, etc. Et pour autant, bah voilà, ça l'a vraiment pas fait. Donc là, je vais laisser passer beaucoup de temps, je pense, avant de lire le tome 3. Et je pense que je m'arrêterai au tome 3. Voilà, il y a des tris qui se font et tant mieux. Si on aimait tout, on serait encore beaucoup plus frustré d'avoir si peu de temps pour lire. Donc voilà, en tout cas, si vous avez commencé cette saga, si vous avez lu ce tome 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que je l'ai écouté à un moment où j'avais besoin d'autre chose, de quelque chose de plus dynamique. C'est vrai que je l'avais lu, enfin je l'avais sorti de ma pile à lire en me disant allez tiens, on va reprendre quelque chose de plus entraînant que les dernières lectures que j'avais pu faire en audio. Et ça l'a pas fait. Parce que d'habitude en audio, je prends plutôt du feel good pur. Ou alors les enquêtes d'Anna Svensson, mais parce que je connais bien l'univers et du coup c'est devenu une lecture, enfin une écoute un peu cosy, cocoon. Et, euh, et là, bah voilà, là ça l'a pas fait. Je m'attendais sûrement à autre chose. Pourtant j'étais bien concentrée quand je l'écoutais, mais bon, voilà. Bref, pour rester dans le cozy murder, même si je vous ai dit que c'était pas vraiment un cozy murder, j'ai tablé sur une valeur sûre avec le tome 4 des Détectives du Yorkshire, qui est Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. Je l'ai lu en lecture commune avec Lauriane du compte Cocon Littéraire. Bon, c'est ma saga chouchou, clairement, et du coup, je savais qu'en allant sur ce tome, je prenais pas de risque, et effectivement, en fait, c'est tellement cocoon, cette lecture, c'est... Ah, on retourne à Bruncliff, on a l'impression d'être chez nous, on a l'impression de connaître tous les villageois, on sait qui va être Langue de Vipère, on sait qui va savoir être rassurant, enfin voilà, vers qui aller chercher du réconfort, c'est vraiment une lecture doudou. Bon, la ring light s'est arrêtée, je sais pas si c'est mieux ou pire sans, donc on va continuer comme ça. Je vous disais que j'ai énormément aimé ma lecture sur ce tome 4. Je ne saurais pas vous dire si c'est mon tome préféré, parce que j'ai tellement aimé chaque tome pour des raisons complètement différentes que voilà. Je m'attelle à dire que c'est ma saga chouchou, et donc ça montre bien que, encore une fois, Julia Chapman a su me surprendre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, sans vous spoiler parce que c'est un tome 4, donc je vais faire très attention à ce que je dis. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 4, c'est qu'on commence à avoir des réponses à des questions qu'on se pose depuis le tome 1, surtout concernant Samson, puisqu'on sait qu'il est à Bruncliff pour des raisons professionnelles. Il a été un peu congédié de son poste de police, et on se demande un petit peu pourquoi depuis le départ. Donc là, on commence un petit peu à avoir des réponses. Et j'ai également aimé le fait qu'on ne soit pas sur une grosse enquête, mais sur plusieurs petites enquêtes qui vont s'alterner. Et elles vont même s'enchevêtrer. Et au moment où on avance dans la première enquête, donc enquête qui est toujours menée par Delilah et Samson, donc au moment où on commence à avancer dans la première enquête, où on pense qu'on va commencer à avoir une clé pour aller vers le dénouement, eh bien on va switcher sur la deuxième enquête et ainsi de suite. Alors je sais plus, il y a 3 ou 4 enquêtes pardon, parallèles, mais ça dynamise énormément la lecture, et ça montre bien à quel point à chaque tome, Julia Chapman sait se réinventer. Je trouve que c'est la seule saga où il n'est pas toujours question d'une ou deux personnes qui meurent et des mêmes personnes qui enquêtent tout le temps. On n'a pas, je trouve, de schéma classique dans cette saga, c'est-à-dire que on peut être sur l'empoisonnement d'animaux, on peut être sur la disparition ou le vol d'un animal de ferme. Alors souvent, c'est les moutons qui sont volés. Je crois que c'est dans le tome je crois que c'est dans le tome 2 où il est question de vol d'animaux de ferme. Là, on a à la fois Samson qui va être dès le départ accusé de quelque chose de très très important, où il va être donc du coup auditionné par la police, et on tremble un peu pour lui parce qu'on se dit mais j'espère qu'il n'est pas coupable de ce dont on l'accuse, parce que sinon ça voudrait dire qu'il n'est pas l'homme qu'on pense qu'il est. Parce que même si on aime Samson, on a toujours quelques petits doutes sur son passé.
Et donc on a à la fois Samson qui est accusé de quelque chose de très très grave par la police, on a des animaux qui vont être empoisonnés, donc ça je ne vous spoil rien, c'est dans la 4e, et on va avoir une autre enquête au sein même de la famille de Delilah, et du coup avec tous les commérages que ça va pouvoir engendrer, vous vous doutez bien. Et moi perso j'ai adoré, vraiment c'est plein de petites enquêtes différentes et avec des thèmes complètement différents. Et je vous le dis, on n'est pas dans cette saga sur un schéma classique quelqu'un meurt et donc les mêmes personnes vont toujours aller enquêter. Là effectivement c'est toujours Samson et ou Delilah qui vont enquêter, mais d'une manière différente à chaque tome, pour des raisons différentes, pour des crimes pas forcément toujours, donc ouais, pour des sources complètement différentes. Parfois, Samson va être également sollicité pour des petits commérages de voisinage. Et donc du coup, là, j'ai le sourire parce que je me souviens du coup de la bouchère qu'il a engagée pour savoir qui vient embêter, enfin en tout cas salir ses marches, mais je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà, il y a en plus beaucoup d'humour dans cette saga, et je trouve que le point fort de celle-ci, en plus de tout ce que je viens de vous dire, c'est également l'attachement qu'on a pour les personnages. Clairement, moi, Delilah et Samson, je les adore. J'ai toujours envie que tout aille bien pour eux, et en fait, tout va toujours mal, c'est normal, sinon il n'y aurait pas de saga, mais vraiment, j'adore, et je regrette d'avoir attendu autant de temps pour lire le tome 4. Je dirais que ça fait au moins 1 an et demi que je n'avais pas lu de tome de cette saga-là, donc beaucoup trop longtemps. Là, on s'est dit avec Lauriane, on va enchaîner ensemble, parce que c'est trop cool, on était au même endroit dans la saga. Donc on va enchaîner ensemble. Et du coup, pour janvier, on va se lire le tome 5. Là, on va se laisser décembre pour les lectures de Noël, etc. Parce que je sais que Lauriane aime lire quelques romances de Noël. Donc on va se laisser décembre, et en janvier, on attaque le tome 5. Alors je ne sais plus ce que c'est, Rendez-vous avec la ruse, ou je ne sais plus. Surtout qu'en plus, le tome 8, je crois, vient de sortir en librairie, ou va sortir en librairie. Donc, ou le tome 9 même peut-être, donc il faut qu'on se speed pour rattraper notre retard, mais voilà, en tout cas vous l'aurez compris, cette saga reste ma saga chouchou de Cozy Murder, et pourtant j'en lis énormément, donc voilà, j'ai hâte de poursuivre. Ensuite, j'ai lu Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, pardon. J'ai lu il y a peut-être maintenant 2 ans, Alabama, il y a un peu plus d'1 an et demi, hein, presque 2 ans. Alabama 1963 qui avait été un réel coup de cœur. Donc Alabama 1963, on est plutôt sur un roman type thriller. Et j'avais beaucoup discuté avec les auteurs au Salon du Livre de Bondu de mars 2022 sur la co-construction de leur roman, etc. Et on était aussi venu sur le sujet de comment vous définissez-vous en tant qu'auteur? Est-ce que vous êtes auteur de thriller, etc. Moi, j'avais pas encore lu Americas qui venait vraiment de sortir, et ils m'ont tout de suite dit en fait qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être enfermés dans un genre, et du coup, ils faisaient vraiment l'effort de changer en fait de genre d'un roman à un autre. Moi, je leur ai pris à ce moment-là Alabama 1960, je leur ai pris, pardon, Americas à ce salon de livre, donc c'était effectivement le 19 mars 2022 qui m'ont gentiment dédicacé. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, mais du coup je savais que ce n'était pas un thriller, et donc effectivement on va suivre en fait Amy, on est à Philadelphie en juillet 73, et Jamie, elle est sans nouvelles de sa grande sœur, une grande sœur qu'elle idolâtre, qu'elle vénère presque, et qui a voulu, elle, tenter sa chance à Los Angeles en tant que playmate. Et donc, elle décide en fait, Amy, donc elle a 12 ans, je pense, elle décide en fait de traverser l'Amérique seule, en stop, pour aller retrouver sa grande sœur. Il faut savoir que ses parents s'en fichent complètement d'elle. Elle va partir sans que ça pose problème à personne. Elle va juste écrire un petit mot en disant je vais retrouver ma grande sœur, et vous inquiétez pas, je reviens après. On n'en sait pas beaucoup plus des parents. On voit bien que vraiment ils ne vont pas du tout s'en faire pour elle. Bref, Amy donc part en stop et va traverser l'Amérique pour essayer de rejoindre sa sœur. C'est un roman en fait d'apprentissage, je trouve. On va être vraiment centré sur Amy. En plus, je crois que c'est écrit à la première personne.
Et ouais, c'est ça, c'est écrit à la première personne, donc c'est vraiment immersif, on est vraiment dans sa tête d'enfant de 12 ans, avec la naïveté que ça comporte, mais aussi avec une certaine réflexion de ce qu'on peut attendre de la vie, de la place qu'on a dans notre famille, et de la possibilité de se créer une famille, de se créer des rêves, de se créer un avenir, de faire autre chose que ce qui nous est destiné. Et j'ai été un petit peu au début, pas déroutée, mais je m'attendais à autre chose. Alors, c'est pas forcément négatif, mais je trouvais que ça manquait un peu de profondeur au départ. Et en fait, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai énormément aimé ce que je lisais. Et j'ai trouvé qu'il y avait certains passages même poétiques, surtout lorsqu'elle revient en fait sur sa réflexion sur, bah ouais, sur le fait que ce soit vraiment un roman d'apprentissage et on voit en fait qu'elle évolue au fur et à mesure des rencontres qu'elle fait. Les rencontres qu'elle fait ne sont pas toujours très positives. Il va pas, enfin voilà, elle va rencontrer quelques galères et il y a un passage qui n'est pas forcément évident. Vous vous doutez bien qu'une petite fille de 12 ans qui voyage seule, eh bien, ce ne sont pas toujours des personnes avec une bonne intention, de bonnes intentions qui vont s'arrêter. Donc il va lui arriver quelques galères, mais globalement, elle va tomber quand même sur des gens très bienveillants, très avenants, qui vont vraiment vouloir l'aider sans forcément toujours vouloir connaître son identité, savoir pourquoi elle voyage seule, etc. Donc on n'est pas toujours sur un profil de super-héros qui veut rétablir un petit peu la justice autour d'Amy, etc. On va vraiment avoir un panel de personnages super intéressants. On va avoir une mère de famille avec ses enfants, on va avoir un routier très solitaire, on va avoir des jeunes qui fument des pétards et qui sont musiciens. Enfin vraiment, voilà, on a tout un panel de personnages. On a encore été une fois coupé cette fois-ci parce que je n'avais plus de stockage sur mon téléphone. Bref, donc je vous disais que je pense qu'il y a un S à America puisque on est vraiment sur les multiples facettes de l'Amérique et c'est ça qui est vraiment sympa dans cette lecture, c'est, je vous l'ai dit, très immersif puisqu'à la première personne, donc énormément de dialogue aussi au fur et à mesure des rencontres, donc c'est une lecture qui est très très dynamique. La fin m'a beaucoup surprise et dans le bon sens du terme, donc c'est une lecture vraiment que je recommande. Moi personnellement, ça a été une très belle lecture, mais pas un coup de cœur. Et c'est vrai que Alabama 1963 avait vraiment été un coup de cœur. Là, on s'attache à Amy, on voyage avec elle. Il faut vraiment vous dire que c'est une lecture où vous allez voyager, vous allez vous installer à côté d'Amy dans la voiture et vous allez la suivre au fur et à mesure de son périple, au fur et à mesure de ses rencontres. Voilà. Ensuite, j'ai lu La fille de l'illusionniste d'Anita Parikh, qui est la première lecture que je fais en tant que flamboyante, donc en tant que partenaire Faubourg Marigny. Juste déjà la beauté de cette couverture, voilà. Donc là, c'est une épreuve non corrigée. Le roman sera à paraître le 10 janvier. Je vous ferai en fait une séquence avec mon avis détaillé, etc., que je vous donnerai début janvier. Parce que là, je vais vous en parler, entre-temps, vous allez oublier, donc ça n'a pas vraiment de sens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette lecture a été clairement un coup de cœur. On va être dans l'entre-deux-guerres, donc là, on est en 1938. Et on va suivre en fait la fille de l'illusionniste, merci Manon, qui est donc une petite fille d'une dizaine d'années qui est en fauteuil roulant, qui est intégrée à un cirque itinérant et donc qui va être complètement à l'opposé en fait de l'univers dans lequel elle évolue puisque elle va évoluer auprès d'artistes du cirque qui sont vraiment tout le temps en mouvement, qui sont dans le paraître. Et elle va vraiment se raccrocher à ce qui est scientifique, elle va aimer se perdre dans les livres, se perdre dans le savoir, mais vraiment dans le savoir très scientifique, très terre à terre. Et on va donc commencer avec ce clivage un petit peu prédominant. Et ce monde du cirque va avoir de moins en moins d'importance puisque on va s'en détacher pour mettre la lumière sur le contexte historique puisque eh bien, au sein d'un wagon du cirque, Lena va tomber sur un petit garçon qui est orphelin juif et qui a lui-même ses propres secrets. Et là, vraiment, l'histoire va prendre un autre tournant. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur ce roman. Je vous ferai vraiment une séquence dédiée que je vous intégrerai début janvier pour mieux vous en parler. Mais en tout cas, vous pouvez déjà vous dire que si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, si vous aimez les romans historiques,
Si vous avez aimé Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer, eh bien ce livre est fait pour vous. Voilà, je vous en reparlerai plus tard. Alors, en ce moment, j'écoute également Florida d'Olivier Bourdeau, qui m'avait été offert par Laura Les mots des autres. Il y a un petit moment, je me demande si c'est pas l'année dernière ou s'il y a 2 ans. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'il traînait dans ma palle. Et je l'ai sorti pour le challenge de Laurence, mamie de Léon, sur Instagram, qui a créé un challenge avec plusieurs catégories. D'ailleurs, j'ai également lu Americas dans le cadre de ce challenge-là. Alors celui-ci, il fallait lire un roman qui a obtenu un prix. Et là, je pense que c'était sortir un roman qui nous faisait peur ou qui... Il y avait quelque chose. Enfin, je retrouverai les catégories s'il faut, je vous le mettrai en barre d'infos avec le nom du challenge. Je l'ai passé en audio en me disant j'appréhende tellement la lecture que voilà, je préfère le passer en audio en sachant que je l'ai pris sur ma médiathèque numérique départementale. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce qu'est une médiathèque numérique départementale, quand vous êtes inscrit dans une bibliothèque, la plupart des bibliothèques en fait sont partenaires de la médiathèque départementale attitrée. Et vous avez accès en fait à du contenu numérique, donc gratuitement. Donc vous avez accès à tout ce qui est livre audio, livre numérique, donc sur liseuse. Vous avez accès à la presse, enfin voilà, à tous les formats numériques que vous pouvez imaginer. Ça peut être également de la musique, des podcasts, enfin voilà. Et ça de manière gratuite et quasiment illimitée. Et donc du coup je me suis dit, ben, je ne vais pas prendre de risque, je vais le prendre en audio sur le site de la médiathèque et on verra ce que ça donne. Alors je voulais le résumer et je vous explique pourquoi après j'appréhendais un petit peu cette lecture-écoute. Le jour de ses 7 ans, Elisabeth a la malchance de gagner un concours de beauté. Sa mère n'a dès lors qu'une obsession, faire remonter sa fille sur la première marche du podium. Mais l'enfant ne cesse de la décevoir et chaque défaite se fait plus amère. Pour Elisabeth, grimée, manipulée, exhibée, l'heure de la révolte est venue. Sous le soleil de Floride qui dore les corps autant qu'il les brûle, la jeune fille décide de livrer un combat féroce pour que, enfin, sa vie lui appartienne. Donc j'appréhendais énormément de commencer ce roman parce que je ne sais pas si vous avez en tête la couverture du format broché, mais c'est vraiment une petite fille déguisée en princesse de Minimis. Et moi, clairement, le monde de la mode, le monde de la beauté, des Miss, etc., c'est clairement pas mon truc. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, tout ce qui est paraître, etc., j'ai beaucoup de mal avec cette sphère-là. Et donc j'appréhendais énormément ma lecture et Laura m'avait dit mais non, ne t'inquiète pas, en fait ça débute sur les minimis et c'est vraiment juste le point de départ et après on n'en parle plus. Et effectivement donc on suit ici Elisabeth qui a au départ 7 ans, vous l'avez compris dans le résumé. Et eh bien elle va être complètement étouffée par sa mère, elle va subir son quotidien. Sa mère a des rêves de grandeur au niveau des concours de beauté et elle pense que sa fille est faite pour être Miss Floride, etc. Et cette petite, en fait, elle n'a rien demandé à personne, elle ne veut pas du tout, elle n'est pas du tout en accord avec les valeurs que portent les minimis, etc. Et donc, au fur et à mesure, elle va se révolter. Alors, elle peut se révolter de différentes façons, hein. Ça peut être la prise de poids, ça peut être la puberté qui arrive, ça peut être le comportement qui change, enfin voilà. Et donc, roman à la première personne, on est encore une fois complètement immergé dans les pensées en fait, du personnage principal. Et effectivement, le monde des minimis n'est qu'un point de départ. Après, on va vraiment être sur le ressenti et sur l'évolution d'Elisabeth. Et pour l'instant, j'ai un avis qui est assez mitigé. J'en suis à plus de la moitié, un peu plus de la moitié. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout d'attache avec le personnage principal et ça pour moi c'est la condition sine qua non pour que je puisse apprécier ma lecture. Elisabeth en fait elle est détestable selon moi. Alors d'un côté j'ai beaucoup de peine pour elle, pour ce qu'elle a subi à cause de sa mère, du fait qu'elle n'ait pas pu s'exprimer en tant qu'enfant avec ses souhaits et eh bien du coup savoir qui elle était réellement. Mais elle en est devenue tellement aigrie qu'elle est complètement égoïste. Je pense même qu'elle est borderline et du coup elle n'a aucune compassion pour l'autre. Elle est très très égocentrée et elle va parfois même faire des choses pour blesser l'autre. Et ça c'est quelque chose avec laquelle j'ai du mal.
Donc c'est une lecture qui est pour l'instant mitigée. Il y a des passages où, pour moi, c'est presque de la diarrhée verbale, en fait. C'est une fille qui est devenue, vulgaire, qui va parler de sa sexualité de manière un petit peu, débridée, un peu débauchée, et c'est pas ce que je recherchais dans ce roman-là. Donc on verra, je vais continuer, de toute façon je vais le terminer. Voilà, ça s'écoute très très bien en conduisant, il n'y a aucun souci. Je le traîne un petit peu en longueur parce que je conduis moins en ce moment, puisque j'attends un petit bout pour le mois de février. Je suis à un peu plus de 6 mois de grossesse et donc je suis en arrêt de travail parce que la grossesse a été un petit peu compliquée. J'ai pas envie de m'étendre ici, mais donc voilà, je conduis un petit peu moins en ce moment et c'est vrai que du coup je le traîne un petit peu en longueur, mais par contre ça s'écoute très très bien. C'est beaucoup de dialogue interne en fait, donc l'univers en soi est assez limité. On est vraiment sur les pensées du personnage principal et donc il n'y a pas d'effort de concentration à faire. Mais voilà, c'est ce versant un peu incisif, un peu, je vous l'ai dit, diarrhée verbale qui me pose vraiment question sur la nécessité finalement, l'objectif de ce roman-là, même si effectivement ça nous questionne énormément sur le lien mère-fille, sur les répercussions encore une fois de l'enfant sur l'âge adulte, sur comment dire, le rôle des parents dans la construction de l'enfant. Enfin, je vois bien tous les questionnements qu'il peut y avoir derrière, mais je pense qu'on aurait pu le faire de manière un peu plus subtile. Là, c'est très brut, en fait, très brut de décoffrage, très vulgaire, très incisif. Donc, à voir. Et j'ai du mal à savoir, en fait, quel âge elle a. J'ai bien compris qu'elle parlait là à l'âge adulte, et donc elle parlait de sa vie de manière très en rétrospectif en fait, mais j'ai du mal à savoir un petit peu quelle sera la conclusion de ce roman, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Un roman par contre que j'ai terminé de lire, c'est The Prison Healer de Lynette Noni, qui est le tome 1 d'une saga. Oui, je sais, j'avais dit qu'avec mon challenge un mois une saga, il fallait pas que je démarre d'autres sagas, que l'objectif c'était de vider ma pile à lire de sagas, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'écoute Lauriane, et j'achète un tome 1 d'une saga sans même avoir lu le résumé. Voilà. Donc j'ai commencé cette saga vendredi ou samedi. On est mercredi et je l'ai fini hier. Donc j'ai mis 4-5 jours en sachant que j'avais pas du tout lu du week-end. En fait, à chaque fois que j'avais un moment de lecture, je le reprenais, j'essayais de le dévorer au maximum. Tellement j'étais bien dans ma lecture. Je vous lis le résumé et je vous explique après ce que j'en ai pensé. Le message était clair. Ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé qui va se répéta en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Donc là, vous voyez, je découvre le résumé après avoir lu le roman et ce résumé ne nous dit pas grand-chose. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un roman fantasy, puisqu'il y a la création d'un monde imaginaire. Vous avez donc une carte avec l'ensemble des royaumes et un zoom sur une prison. En fait, vous allez être dans un huis clos presque, puisque vous allez être immergé dans une prison qui rassemble en fait les criminels des différents royaumes. Et on va se centrer sur Kiva qui a, je pense, quasiment 17 ans, je pense, au moment de l'histoire, et qui est la guérisseuse en fait de la prison. Elle a été mise dans cette prison accompagnée de son père, car son père était suspecté d'avoir trahi la couronne, d'être un partisan rebelle, ce qu'il a toujours réfuté. En fait, on l'accuse simplement d'avoir marché à côté d'un rebelle lorsqu'il était au marché, et donc du coup il a été emprisonné pour ça, et Kiva était avec son père à ce moment-là. Donc elle a été également emprisonnée. Je vous passe l'horreur de certains épisodes où certains membres de sa famille ont également été affectés par cet emprisonnement. Bref. Donc on est vraiment sur un univers très fermé, hein, la prison, avec énormément de bâtiments. Ça doit être quelque chose, moi je me l'imagine, de quelque chose de gigantesque. Et donc on est centré sur Kiva, cet enfant. En tout cas, elle a été emprisonnée enfant, là elle a 17 ans.
Et eh bien, elle va en voir passer des gens qui ont besoin de ses soins jusqu'à ce qu'un homme arrive. Il est nouveau prisonnier, elle ne sait pas pourquoi il est là, elle ne le demande jamais. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux et donc on sait qu'il va y avoir, peut-être pas une romance, mais en tout cas il va y avoir une attache particulière et autour de Kiva, il va également y avoir plusieurs personnages. On a par exemple le type qui est un tout petit garçon, alors moi je me l'imagine 8-9 ans, qui a été emprisonné avec sa mère et sa mère est décédée, donc Kiva l'a pris sous son aile. On va avoir une garde qui va être très sympathique avec Kiva, alors que clairement les gardes sont très brutes, sont très violents physiquement. On est vraiment sur quelque chose de très comment dire, oui, de très violent. Les prisonniers sont vraiment assignés à des tâches particulières. Clairement, ils ne sortiront jamais de cette prison vivants. Donc, s'ils ne travaillent pas, ils sont tués. Et s'ils travaillent, ils vont finir par être tués par la tâche qui leur est assignée. Bref, quand même quelque chose de très très dark. Et donc, du coup, on va voir Kiva, on va voir Type le petit garçon, on va avoir une garde autour d'elle également qui va être sympathique avec elle et on ne sait pas trop pourquoi. On va voir ce nouveau prisonnier qui vient d'arriver avec qui elle a un feeling particulier, mais elle essaye de repousser ce feeling parce qu'elle ne veut aucune attache dans la prison. On va également avoir le gérant de la morgue qui est un personnage un petit peu loufoque, etc. Et j'ai pas trop envie de vous en dire, mais elle va énormément me faire penser à Katniss d'Hunger Games. Vous savez que je l'ai lu il y a très très peu de temps. Elle a tout l'attirail pour être l'héroïne parfaite. C'est-à-dire que, enfin l'héroïne parfaite selon moi, c'est-à-dire que c'est une jeune femme indépendante qui n'est pas du tout dans le paraître, qui est là pour se battre, qui a envie d'aller de l'avant, qui est pleine de résilience, qui veut vraiment s'en sortir et qui ne désespère pas d'ailleurs de sortir de cette prison vivante. Et elle va d'ailleurs tout faire pour en sortir, potentiellement au péril de sa vie. Elle va être confrontée à comment dire, à des épreuves particulières qui n'ont pas été soumises aux prisonniers depuis des centaines d'années. Bref, y a tout un univers derrière dont je ne peux pas vous parler sans vous spoiler, donc je vais m'arrêter là. Tout ce que le résumé dit, c'est qu'il y a également une reine rebelle qui est dans la prison et effectivement, il va être question de rébellion et de clan au sein de la prison et c'est peut-être dans cette prise de position-là que Kiva va potentiellement risquer sa vie. Je ne peux pas vous en dire plus, mais pour moi, ce roman-là, c'est un doux mélange, doux avec des guillemets, parce que vous l'aurez compris que c'est quand même assez violent, sans que ce soit non plus dans le gore, attention. Pour moi, c'est un mélange entre Hunger Games, pour le personnage de Katniss, et pour le fait que l'héroïne va être face à des difficultés répétées, va avoir envie de prendre des personnes sous son aile, etc. Ça m'a un peu fait penser quand même au McCoy pour le côté romance. Euh, et puis aussi un peu pour la dynamique de l'histoire. Et ça m'a également fait un petit peu penser à un royaume assassiné. Donc pour moi, c'est un mélange entre Hunger Games, les McCoy et un royaume assassiné. Lauriane, si tu passes par là, tu me diras si tu es d'accord ou pas avec moi. Clairement, je ne suis pas du tout la spécialiste des romans fantastiques puisque ce n'est que mon deuxième roman fantastique et c'est mon deuxième coup de cœur. C'est le deuxième roman que Lauriane me conseille. Donc je lui ai clairement dit que ça allait être ma conseillère attitrée. Je vous parlais tout à l'heure de la construction très dynamique au départ. Donc Lauriane m'avait dit c'est un coup de cœur, tu dois le lire, je ne te laisse pas le choix, tu te débrouilles. Donc je me le suis acheté, je vous l'ai dit, sans lire le résumé. Et au début, je me suis tout de suite attachée à Kiva. Clairement, l'attachement, il a été instantané. Cet enfant qui est guérisseuse dans un environnement où clairement règne l'horreur. Voilà, j'ai eu un attachement spontané. En plus, la première scène, c'est vraiment la scène où on vient retirer son père, enfin où on vient l'arrêter, etc. Donc quelque chose d'assez poignant. Et puis au fur et à mesure de ma lecture, je me suis dit, ah, c'est une bonne lecture, mais il manque quelque chose. Il manque un peu de dynamisme parce que les événements traînent un petit peu en longueur, mais sans que ça me dérange non plus. Mais je me disais, oui, c'est une bonne lecture, mais je pense que j'irai pas sur le coup de cœur. Et je me disais, ben, pour une fois, avec Lauriane, on va avoir des avis qui divergent.
Et en fait non, parce que à partir du dernier tiers du roman, en fait les révélations s'enchaînent, clairement ça vous coupe le souffle et vous vous dites non mais là l'autrice elle va s'arrêter là, et en fait non, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, jusqu'à la dernière ligne. Et cette dernière ligne, donc je l'ai terminée hier soir vers 23h, cette dernière, 1, 2, 3, cette dernière ligne va me faire aller en librairie juste après cette vidéo pour acheter le tome 2 et pour le lire dès ce soir avec Lauriane. C'est pour vous dire que l'autrice nous tient en haleine là jusqu'à la fin et nous fait dire ok, donc là en fait, là j'arrête tout et je vais me chercher le tome 2 et on le lit avec Lauriane. Et tant pis pour ma pile à lire, tant pis pour les sagas, etc. Quoique, du coup, ça veut dire que comme c'est un tome 2, je peux l'inclure dans mon challenge un mois, une saga. Bref, vous l'aurez compris, ça a été un coup de cœur. Et pourtant, c'était pas gagné, entre guillemets. Je pensais que ça allait être une très belle lecture, mais vraiment le dernier tiers, et je vous dis jusqu'à la dernière ligne, ça m'a tellement scotché que je me suis dit, ok, donc en fait, non, c'est un coup de cœur. Mention spéciale quand même pour le travail éditorial. J'ai adoré, donc je vous l'ai dit, hein, il y avait les petites cartes, etc. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est en chaque début de chapitre, voilà, vous avez une petite illustration et c'est vachement aéré, c'est super agréable à lire. Voilà, moi j'ai adoré, c'est chez Hachette Roman. Voilà, je vais aller me procurer le tome 2 juste après et je vais l'enchaîner. Alors j'ai oublié d'introduire les séquences vidéo qui vont suivre, donc je le fais très très rapidement. Mon papa est venu à plusieurs reprises sur les dernières semaines pour rénover un cadran de cheminée en marbre que nous souhaitions garder. Il a vraiment pris le temps de décrouter les murs, d'isoler, de remettre du placo, enfin bref, de peindre, de mettre les étagères, etc. Et donc j'avais envie de vous montrer le résultat et de vous montrer aussi eh bien, les livres que je vais y entreposer. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec ça. Alors voilà la partie de ma bibliothèque que vous connaissez si vous me suivez. C'est une bibliothèque que j'avais créée avec des anciennes cagettes de pommes sur un petit buffet en bois. Et à côté, j'avais empilé tous mes Charleston puisque j'avais une ancienne cheminée dont on avait gardé en fait le cadran. Et je voulais que mon papa rénove en fait cette ancienne cheminée pour y faire une sorte de petite bibliothèque, de petites étagères. Et donc voilà, le résultat final, il a passé beaucoup de temps à vraiment décrouter tous les murs. Enfin voilà, il a vraiment tout défait pour tout reconstruire. Il a remis du placo, enfin bref, il a passé beaucoup de temps. Je ne pourrais pas aller dans les détails parce que clairement, je ne suis pas une spécialiste des travaux. Et donc il a terminé de fixer les étagères hier. Et donc vous vous doutez bien que je vais prendre plaisir à mettre tous mes Charleston sur cette étagère. Donc voilà, je vais faire ça maintenant et puis je vais vous montrer le résultat juste après. Alors voilà le résultat. Donc là j'ai mis un petit peu de déco sur le dessus de la cheminée, même si voilà, je pense que ça va changer. Faites pas attention au bazar de couture juste à côté. Et là en fait j'ai mis voilà, tous mes Charleston. Sur les deux premières étagères, vous pouvez voir tous mes brochets. J'ai mis mes marque-pages dans un pot que Laura Les mots des autres m'avait offert pour Noël dernier, je pense, non pas pour Noël, pour mon anniversaire l'année dernière. Un petit pot que j'aime beaucoup. Et donc sur la dernière étagère, j'ai mis les 2-3 brochets là qui me restaient à mettre. Et j'ai mis également tous les Charleston poche que j'ai et les 4 romans que vous voyez là sur la droite. C'est en fait les romans de la nouvelle collection Les Ailleurs de chez Charleston. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et du coup, ça va donner envie de ranger cette partie à ma bibliothèque. Mais voilà, c'est encore en cours. Donc je vous montrerai ça peut-être plus tard. Alors encore deux petites choses à vous dire et après je vous laisse. Vous avez choisi pour le Read Together de décembre Retour à Sainte-Marie-Hill, Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, qui est le tome 1 d'une saga de Cozy Murder, qui se passe, vous l'aurez compris, en période hivernale et plus précisément en période de Noël. Je vous lis le résumé et bien évidemment que si vous avez envie de participer à cette lecture commune géante, entre guillemets, eh bien vous y êtes la bienvenue sans problème. Il faut simplement avoir l'application Discord.
Je vous donne en fait le lien le 1er décembre sur mon compte Instagram et sur le compte Instagram également de Lauriane. Si vous me suivez ici mais que vous n'avez pas de compte Instagram, n'hésitez pas à me demander en commentaire en fait le lien pour rejoindre la lecture commune. Vous n'avez pas du tout besoin d'avoir Instagram pour y participer. Donc je vous lis le résumé. Et à savoir aussi que l'autrice se rendra disponible en fin de lecture commune pour répondre à toutes nos questions concernant l'écriture de cette saga et peut-être qu'elle nous dévoilera quelques informations sur le tome 2, je ne sais pas, je n'en ai pas encore discuté avec elle, mais voilà, c'est un bonus qu'on a le plaisir de s'offrir, même pour nous, d'avoir accès à l'autrice qui pourra répondre à toutes nos questions. Je vous lis cette fois vraiment le résumé. Lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Fuyant son super connard d'ex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grand-mère Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elles estiment capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle besoin que déboule son ado de neveu exclu de son pensionnat et sa fantasque assistante? Et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar. Avec ses acolytes hauts en couleur, Joanne se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler des secrets enfuis depuis longtemps à Sainte-Marie-Hill. Les retours sont vraiment dithyrambiques pour l'instant. Ce que j'en retiens, c'est que ça vraiment condense tous les ingrédients du Cozy Mystery. À voir, elle a pris que le bon. Et elle a réussi à tout mettre dans ce premier tome de saga. Donc écoutez, moi j'ai hâte de le démarrer. Donc la lecture commune, je vous le redis, commence le 1er décembre. Encore une fois, si vous n'avez pas regardé mes autres vidéos, le Read Together, donc c'est sur Discord. Et ça permet à chaque personne de lire à son rythme. C'est-à-dire que Lauriane ou moi, on crée des sous-sections dans la lecture commune. Et par exemple, si la première section c'est de la page 1 à la page 50, eh bien vous lisez les 50 premières pages. Une fois ces 50 premières pages lues, eh bien vous allez dans la section correspondante, vous pouvez lire les commentaires des autres personnes et ajouter le vôtre. Et voilà, ainsi se crée l'échange, comme ça vous n'êtes pas spoilé, vous ne spoilez personne. Et surtout, vous lisez à votre rythme, c'est-à-dire que nous on lance la lecture commune le 1er décembre. Mais si vous avez envie de commencer ce roman le 15 décembre, rien ne vous en empêche. Et voilà, vous prenez au fur et à mesure les sections, au fur et à mesure de votre lecture. Voilà, je voulais également enfin vous parler d'une réception. J'ai été contactée par Familium pour recevoir ce beau bébé. Donc c'est le grand livre des histoires policières et des mystères de Noël. Et en fait, si j'ai bien compris, ça collectionne, enfin ça regroupe, je cherchais le mot, ça regroupe en fait plein de nouvelles d'auteurs en fait classiques du roman policier. Donc on a Georges Simenon, on a Erckmann Chatrian, on a Sir Arthur Conan Doyle, Ed McBain, Isaac Asimov, Robert Louis Stevenson, Thomas Hardy et bien d'autres. Voilà, donc je peux vous lire peut-être le résumé. Le grand livre des histoires policières et des mystères de Noël est un cadeau original pour tous ceux qui aiment les enquêtes policières classiques. Vous y trouverez les œuvres d'auteurs célèbres et découvrirez en même temps des auteurs et des textes moins connus mais pas moins intéressants. Toutes ces histoires qui ont comme point commun l'ambiance magique de Noël ont été soigneusement sélectionnées et chacune a sa propre intrigue mystérieuse. Grâce à ce recueil, vous vivrez la magie de Noël agrémentée d'une touche de suspense et ce, dans différents lieux et à différentes époques. Alors, quand on m'a proposé de recevoir ce livre, j'ai regardé un petit peu de quoi il s'agissait et j'ai tout de suite dit oui, parce que je me dis que ça peut être un très beau cadeau de Noël à offrir aux amateurs de romans policiers. Et du coup, moi, ça me permettait de le tester avant de l'offrir et de me dire que voilà, je peux très bien me lire une petite nouvelle sur une soirée. Ça peut être une lecture complémentaire à mes romans. Donc voilà, je me dis que le fait de vous en parler, ça peut peut-être vous donner des idées de cadeaux de Noël. Il est à 29,90 €, mais c'est vraiment un beau bébé qui fait plus de 500 pages. Il y a des petites illustrations à chaque début de nouvelle. Donc voilà, c'est un très 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 bel objet livre. Voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser.
Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je souhaitais vous dire. Maintenant, je vais me dépêcher de mettre mes chaussures et d'aller en librairie avant de récupérer ma fille chez mes parents. Voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Je pense faire une prochaine vidéo sur les romans que je vous conseille de glisser sous le sapin en fonction des genres qu'aime la personne à qui vous souhaitez offrir un livre. J'espère pouvoir la tourner début décembre pour que ça vous laisse le temps de visionner la vidéo et de courir en librairie bien sûr, en espérant que l'idée vous plaise. Bref, en tout cas, j'espère que ce contenu-là vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire, même si c'est un petit cœur. Enfin voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais je me sens pas légitime à échanger avec toi à propos de la lecture. Pas de stress, enfin zéro pression ici. Moi-même, je ne me sens pas légitime à parler de livres et pourtant, j'essaye de faire l'effort à chaque fois de vous prendre en vidéo et de vous parler simplement de mon ressenti. On ne demande pas d'analyse professionnelle ici. On demande juste en fait de partager autour du plaisir de la lecture. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même si c'est un petit cœur, même si c'est votre lecture en cours, si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, etc. Bref, je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment de visionnage. Et surtout, comme d'habitude, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.